Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain et jardinier, Gilles Clément enseigne également à l'École supérieure du paysage à Versailles. En dehors de ses activités de créateur de parcs et jardins, d'espaces publics et privés, il poursuit plusieurs travaux théoriques et pratiques. Il nous a fait l'honneur de venir nous expliquer plusieurs de ses concepts, et notamment celui du jardin en mouvement. C'est une technique de jardinage qui est issue d'une pratique dans mon propre jardin pendant une dizaine d'années à peu près. Je continue à jardiner de cette façon, mais dans les 10 premières années, j'ai essayé de regarder les comportements des espèces et de les interpréter et d'aller plus dans leur sens, y compris dans celui du déplacement physique dans l'espace. Donc si une plante se déplace, parce que c'est une vagabonde, elle a un cycle court, elle meurt ici, elle va apparaître là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais en tant que jardinier? Est-ce que je décide que c'est une mauvaise herbe parce qu'elle est allée dans un endroit où elle ne doit pas aller? Non. Et j'ai dit que je la gardais, et à ce moment-là, beaucoup de choses ont changé, y compris le déplacement des îles fleuries, des fleurissements sur le terrain. Et c'est à cause de ça, à cause de ce vagabondage, que j'ai appelé jardin en mouvement tout type de jardinage qui, au somme, prend en compte la dynamique naturelle des espèces. Et il n'y a pas que le mouvement, il y a d'autres choses, bien entendu. J'ai entendu un autre terme, par exemple, celui du jardin planétaire. Qu'est-ce que c'est ? Le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme un jardin, pour 3 raisons. La première, c'est la couverture anthropique. L'homme est partout, comme le jardinier est partout sur son territoire. Même les endroits, disons, où il ne va pas, il sait qu'elles existent, il sait que il y mettra les pieds s'il le veut. Et pareil pour la planète, il y a plein d'endroits où on ne va pas, sauf qu'avec le satellite, on a des analyses, on sait tout. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire. Le jardin est le lieu du brassage à l'origine. On apporte dans le jardin des choses qui viennent d'ailleurs, toujours, depuis le début, depuis l'existence du jardin, la naissance du jardin. Et pareil, aujourd'hui, sur la planète, il y a des plantes qui viennent de partout. Elles ont toujours bougé, les plantes, mais l'activité humaine les a accéléré ce mouvement. Ce qui fait qu'on a des campanules, ou capucines du Mexique en Nouvelle-Zélande, des griffes de sorcières sud-africaines au Chili, et ainsi de suite, partout, y compris chez nous, des élantes qui viennent d'Asie ou des robiniers d'Amérique. J'ai entendu également un autre terme, celui du tiers paysage. Tiers paysage, c'est un ensemble de paysages tous différents les uns des autres, mais qui sont tous des déprises, tous des abandons, ou des lieux où l'homme n'est jamais allé parce qu'il est trop difficile. Et là, se trouvent des tas d'espèces en refuge, qui sont des espèces menacées ou chassées de partout ailleurs. Autrement dit, ces lieux-là sont des lieux privilégiés, ce sont des lieux précieux, des trésors. Ils assurent le pool génétique et la richesse du futur. Donc on doit les regarder avec beaucoup d'attention. Vous disiez également que tout pousse sur tout. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots également ? Tout pousse sur tout, parce que même sur un sol comme celui-là, si on le laissait à l'air libre, alors qu'on est sur un sol apparemment stérile et minéral, enfin c'est du bois, mais ça pourrait être du béton, il va arriver quelque chose. D'abord de la mousse, des bactéries, mais ça on ne les verra pas, puis de la mousse, ça on la verra, puis finalement ça va créer ce qu'on appelle une prépelouse abryophyte, c'est-à-dire des jeunes graminées au sein de cette mousse, et puis au bout d'un moment ça va faire un humus, ça va s'installer et ça finira quand même par une forêt. C'est comme ça que les pyramides Incas sont sous une forêt, enfin plus trop aujourd'hui parce qu'on les a découvertes, mais elles étaient sous une forêt. Vous donniez également quelques petites anecdotes amusantes, mais en même temps un peu inquiétantes, notamment au niveau de l'arrosage, et pourquoi pas, mais également du gazon. Oui, le gazon, c'est un modèle culturel qui est formé dans des pays où le gazon pousse bien, naturellement, l'Angleterre, la Normandie. Pourquoi pas, on peut faire des golfs sans difficulté, on tond et puis c'est tout, quoi. Mais quand on va commencer à faire des golfs dans des pays comme le Maroc ou comme, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça veut dire que de dépenser des tonnes et des tonnes d'eau on pourrait pousser la balle sur du sable, sur quelque chose d'autre. Non, c'est le modèle culturel, il faut que ce soit vert, comme en Angleterre. Mais pourquoi ? Et à ce moment-là, on voit arriver des gens qui peignent le gazon en vert en Californie, parce que c'est pas beau qu'il soit jaune l'été, alors que c'est normal, il se repose. On voit arriver les gazons synthétiques complètement débiles, parce que là-dessous, rien ne vit. Et en plus, il faut l'arrosage automatique, parce que c'est dangereux, ça brûle quand on tombe, et ainsi de suite. On rentre dans un délire totalement irrationnel et qui n'a absolument rien à voir avec la vie. Comment jardiner plus intelligemment ? Jardiner plus intelligemment, ce serait mieux comprendre
les êtres avec lesquels on rentre en dialogue d'une certaine façon, à savoir les plantes, pour aller plus avec et moins contre, c'est-à-dire faire énormément d'efforts pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'un échange, qu'est-ce que c'est qu'une synergie positive de deux plantes qui, côte à côte, vont être heureuses ou au contraire pas, synergie négative, etc. Et ça demande des études qui ne sont pas encore commencées. On en connaît quelques petits exemples, de petits retours de ces expérimentations-là ou d'observations. Mais c'est le tout début d'une science nouvelle presque, qui serait un jardinage du futur. On connaît finalement très peu de choses sur les plantes et leur évolution. On connaît très peu de choses sur les plantes et leur évolution parce qu'on a toujours désiré la maîtrise de ça plutôt que de l'accompagnement. Mais si on rentre dans cette idée d'accompagner, on arrivera à comprendre. En tout cas, essayer de comprendre, c'est pas mal. Vous effectuez également vous-même des expériences pour mieux aller vers la nature et moins contre. Oui, toutes les expériences du jardin en mouvement sont des expériences qui consistent à aller avec et moins contre, même si on va quand même contre, parce qu'il faut bien de temps en temps abattre un arbre pour récupérer la lumière, parce qu'il faut tracer un chemin dans l'herbe, on la coupe, on va contre. Mais c'est quelque chose dont l'herbe se refera très bien, elle est d'accord. Je veux dire par là qu'on ne va pas la tuer. On ne va surtout pas utiliser la chimie, qui est ce qu'il y a de pire et de plus destructeur. On peut utiliser les mécanismes de la chimie naturelle, bien entendu, en particulier à partir de la décomposition des matières organiques en matières minérales comme nourriture et amendement. On peut utiliser des substances physiques pour améliorer les sols, etc. Mais les produits chimiques qui sont à la fois des intrants, des engrais et des pesticides, c'est dramatique. C'est ça qui tue. Pour l'instant, on en est encore sous cette coupe-là. Comment ça se fait justement qu'on ne puisse pas contrer tous ces produits, par exemple ces grandes entreprises qui arrivent à vendre tout de même ces produits chimiques? Oui, elles sont très difficiles évidemment à contrecarrer parce qu'elles ont une puissance énorme, ces entreprises, avec des moyens pour la publicité, pour convaincre, pour faire entrer dans les esprits, et aussi parce que leurs produits ont des résultats immédiats. On met un truc qui tue, ça tue effectivement. Donc l'herbe, elle a disparu, on n'a eu rien à faire à passer un pulvérisateur et c'est tout. Alors qu'il faudrait mécaniquement l'enlever si on voulait l'enlever, mais on pourrait peut-être la laisser. Pourquoi est-ce qu'on ne la laisse pas? Donc à partir d'un modèle culturel, il y a des gens qui font de l'argent. Une conférence enrichissante qui amène également une réflexion sur certains aspects de notre culture. Le discours et les expérimentations de Gilles Clément nous ont prouvé à tous que nous pouvions travailler avec la nature plutôt que contre elle.